Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour voir les news du mois de One Piece. Et évidemment, si c'est pour cela ou pas, vous allez être servi car aujourd'hui, Oda a décidé de nous gratifier de beaucoup d'informations au sujet de ce personnage. On va aller en revue les vivres cards du mois, les SBS et l'événement spécial organisé par l'auteur où il a répondu à 10 questions. Dans les vivres cards par exemple, on a eu la confirmation que Garp maîtrisait le Haki des rois. Certains auraient pu dire que ce n'était pas évident ou d'autres si, mais en tout cas ça a bel et bien été confirmé. On nous confirme aussi ses origines avec le royaume de Goa. On savait que Dragon y était d'origine, mais on ne savait pas si Garp y était. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a combattu Kuzan et que dans le même arc, on a eu Kizaru, mais aucun de ses amiraux, ou anciens amiraux pour Kuzan, n'a eu son Haki des rois confirmé, alors que Kuzan a dû combattre Garp, ce qui peut indiquer que peut-être, dans leur confrontation, ils ne l'ont pas utilisé. On nous a aussi confirmé que tous les membres du Sword avaient au minimum le Haki de l'observation et le Haki de l'alarmement. En plus de ces éditions avec la marine, on nous a montré leurs primes vis-à-vis de la Cross Guild, car si vous ne le saviez pas, la Cross Guild a mis des primes sur chacun des marines en fonction de leur grade, et non pas en fonction de leur personne. Bien sûr, mis à part Garp, qui est une tête spéciale. Par exemple, les amiraux ont tous 3 milliards de primes, et donc Garp y est compté dedans, mais l'amiral en chef, qui est donc Akainu, lui a 5 milliards, ce qui transposé dans l'univers de One Piece fait de lui l'équivalent de Roger et Barbe Blanche, et une prime bien au-dessus de celle de Kaido et de Big Mom. Bien sûr, le système ne doit pas être le même, donc même si ce n'est pas forcément un indicateur de puissance, c'est au moins un indicateur de dangerosité vis-à-vis de la Cross Guild. On nous indique aussi la naissance de ceci, qu'on a vu dans l'arc de Egghead. On nous a confirmé son fruit qui est le Bato Batonomi, donc le Zoan de la chauve-souris, et on nous indique qu'elle est la première clone des Mads réussis. Et au vu de son âge, on peut voir qu'elle a été construite 2 ans après la création des Mads. Donc il aura fallu seulement 2 ans à Queen et à son groupe pour faire un clone de l'ancienne membre des Rocks. On nous dit aussi qu'elle a l'acquis l'observation et de l'armement, mais ça il est plutôt logique pour une combattante du CP0. On nous a informé que Borsalino et Sakazuki ont rejoint les marines pour la première fois en même temps. Donc c'est-à-dire il y a 32 ans. Dans le film Z, on nous a montré leur chara design et ils ont été connus sous l'épithète de Monster Rookie. Donc en traduction, des monstres débutants on peut dire. Comme l'a été un peu Luffy et les Supernova. Dans la vieille carte de Barbe Noire, on ne nous a pas précisé son Haki des rois. C'est assez bizarre, vu que face à l'eau, on avait cru comprendre qu'il l'avait utilisé. Dans cette vieille carte, on nous reprécise aussi sa fleur qu'il aime et qui le représente, qui est la Red Spider Lily, qui si vous ne le saviez pas, est une fleur qu'on retrouve aux portes des enfers. Et je crois d'ailleurs que j'en parle dans cette vidéo. Fait intéressant, sur Aokiji, dans la case où sa prime aurait dû être indiquée, on nous dit qu'elle est sous discussion dans le quartier général de la marine, ce qui signifie qu'il n'en a toujours pas, ce qui est quand même étonnant pour le commandant d'un empereur. On nous précise aussi quelques petits détails comme le nom du fils de Miss Monday et de Mr. Nine qu'on a vu dans une mini-aventure et il s'appelait Nanday, qui peut se traduire par « Quel est ce jour ?», en référence aux membres du Baroque Works qui représentaient tous un jour. Autre fait intéressant, dans la vivre card de Grus, qui est l'un des membres du Sword, il nous a été indiqué qu'il a le Gunyo Gunyo no Mi. Et donc, si vous avez vu le manga, vous le savez, c'est quoi son fruit. Mais il y a une petite note en dessous où Oda nous précise qu'à l'origine, il était supposé avoir le Shuku Shoku no Mi, qui peut être traduit par le fruit de la compression. Et si vous ne savez pas de quelle origine il est, c'est un paramécia qui a été donné à un petit personnage apparu dans le One Piece première show 2024. C'est un fruit qui n'est pas du tout canon, mais du coup qui a été rendu canon par cette vivre card, et comme vous le voyez, ça a plus l'air d'une pièce de théâtre que d'un animé. On a aussi eu des informations sur les membres du CP0, car si vous ne le saviez pas, à Enies Lobby, l'un des membres du CP9 parlera d'une femme appelée Gatrine. Et on verra que Jabra sera extrêmement embarrassé. Eh bien, on a une explication sur ce dialogue, car Gatrine est une employée de la cafétéria d'Enies Lobby, qui dans l'histoire a quitté Jabra, qui lui avait avoué son amour. Cependant, je ne sais pas si vous le saviez aussi, mais il s'avère que dans le passé, elle avait également quitté Huzu. Et la raison pour laquelle elle les a tous les deux quittés, c'est tout simplement parce qu'elle trouve beaucoup plus beau le visage de Lucci. J'aimerais m'attarder sur la vivre carte de Hibari, qui est l'une des membres du Sword et aime beaucoup Kobe, mais étonnamment, comme les restes du membre du Sword, elle n'a pas une prime de 500 millions, mais plutôt de 200 millions de berry. Bien sûr, elle maîtrise l'armement et l'observation, mais on remarque un petit détail avec elle, c'est qu'elle a le même océan d'origine et le même type de sang que Akainu. Pourquoi je vous dis ça? Car on a remarqué que les deux personnages utilisaient exactement le même dialecte. Et ça, c'est souvent très rare dans One Piece, souvent quand les dialectes sont atypiques. Et donc ces liens au nombre de 3 pourraient indiquer que Hibari, qui est amoureuse de Kobe,
est en fait la fille de Akainu. On passe ensuite au SBS du tome 110 qui nous avait indiqué quand même pas mal de choses. Oda nous a rapidement montré comment serait Yamato avec son Zoan en étant enfant, mais il a par la suite indiqué un élément de lore qui pourrait potentiellement être important. Il nous a parlé de la tribu des longs bras et le fait que leur coude et la longueur de leurs bras s'allongent ou se raccourcissent en fonction de leur relation. Par exemple, le coude le plus proche de la main est appelé le coude de l'ami, donc leur relation amicale, tandis que celui de la plus proche de l'épaule est appelé le coude de l'amour, donc en fonction, bien évidemment, de leur relation amoureuse. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut voir dans le manga des différences notables? Et bien sûr, est-ce que c'est la même pour la tribu des longues jambes? C'est évidemment des questions intéressantes qu'on peut se poser, mais dont on n'a pas les réponses tout de suite. Donc il faudra attendre peut-être par la suite pour avoir peut-être des indications. On a aussi eu d'autres informations sur les membres du SWORD, et on remarque un petit détail, c'est que bon nombre d'entre eux sont en fait soit des contre-amiraux, soit d'anciens contre-amiraux. Donc ce sont des personnes qui, avant de devenir vice-amiraux, sont passés par le SWORD. Comme Drake, qui était un ancien contre-amiral, et Kujaku et Prince Groose, qui sont des contre-amiraux. Kobe, bien sûr, un capitaine, Ibaré, une commandante, donc encore en dessous de Kobe, et elle-même, qui est un lieutenant-commandant. On nous détaille un peu leur relation, comme le fait que même si Drake est, on va dire, un senior, et donc une personne au-dessus d'eux, ils ont des relations comme des élèves membres d'une même classe. Et Oda répond à une question un tout petit peu subtile qu'on pouvait tous se demander. Pourquoi le surnom de Groose est Prince Groose? Est-ce que ça veut dire qu'il est un prince d'un pays qui s'est enrôlé dans la marine? Eh bien, pas du tout. Il est juste une personne riche. Et on ne sait pas vraiment pourquoi il s'est appelé comme ça. D'ailleurs, par la suite de ce SBS, l'information qui pour moi est la plus importante de ce cas-là, c'est le fait qu'Oda nous explique, ou du moins à sa façon, qui a ramené la nourriture à Luffy. Car si vous ne le saviez pas, au chapitre 1103, Luffy avait extrêmement faim. Il était à court de puissance à cause de son Gear 5 et ne pouvait plus bouger. Mais du coup, du fait qu'il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus aider Bonnie et Kuma. Et on pouvait se demander, mais qui lui a ramené cette nourriture? En tout cas, c'était quelqu'un d'assez rapide ou d'assez discret pour ne pas se faire remarquer par Saturne. Moi, j'avais posé ma pièce sur Caribou, qui aurait voulu leur donner de la nourriture, car il savait que c'était seulement eux son moyen de partir d'ici. Et bien sûr, comme Wano, il aurait filé la bouffe à Luffy. Mais Oda va nous donner une réponse tout autre. Il dira « Cette action semble avoir été faite à la vitesse de la lumière, que même l'œil nu ne peut pas voir. Mais moi, je ne sais pas qui l'a fait. À la vitesse de la lumière. » Et donc on comprend facilement que par la vitesse de la lumière, il parle de Kizaru. Ce qui explique pourquoi, au chapitre 1103, on le verra allongé, et pourquoi, au 1106, on le verra assis. Ça veut dire qu'il s'est relevé, qu'il s'est téléporté à la vitesse de la lumière pour prendre la nourriture et la donner à Luffy, car il était le seul qui pouvait protéger Kuma et Bonnie à sa place. Ensuite, normalement, vous êtes au courant qu'il y a eu bon nombre de vice-amiraux qui sont venus sur Egghead. Le vice-amiral Pomsky, le vice-amiral Doll, le vice-amiral Tosa, Urban, Bluegrass, vice-amiral Hound, Iron King et Guillotine. Et chaque pouvoir de chaque personnage nous ont été détaillés. Pour Pomsky, il a mangé le Rakorakonomi et est devenu une loutre des mers, donc c'est un Zoan. Et la particularité de son fruit, c'est qu'il lance des attaques puissantes avec un coquillage. On peut le dire, c'est des Zoan qui vont être assez ridicules, je pense. Le vice-amiral Tosa, lui, peut mordre avec ses mains. C'est d'ailleurs ce qu'il a essayé de faire à Franky quand il l'a attaqué. Le vice-amiral Urban, il a mangé le fruit du Tsutsu Nomi et est devenu un homme artillerie. Donc sûrement un truc en rapport avec les armes. On nous détaille dans les SBS que le haut de sa tête peut se transformer en canon. Donc peut-être un pouvoir en rapport avec celui de Baby 5. Elle pouvait se transformer en arme. Pour le vice-amiral Bluegrass, c'est plus détaillé. On sait qu'elle a mangé le fruit du Norinori Nomi et est devenue une pilote humaine. Elle peut contrôler qui elle veut. Elle peut transformer tout objet ou être vivant dans la portée de son haki en l'un de ses véhicules. Donc imaginons que cette personne ait potentiellement un haki supérieur à celui de Kaido. Elle pourrait potentiellement contrôler Kaido. Si ce fruit se retrouvait dans les mains d'un empereur, cela pourrait être terrible. Et on nous détaille sa relation avec Tsuru, qui est la vice-amirale qui traînait avec Garp et Sengoku à l'époque, en nous précisant qu'elle est comme une grande sœur pour Tsuru. Alors déjà qu'on pensait Tsuru vieille, si elle est une grande sœur pour elle, ça signifie qu'elle est encore plus vieille. Pour Hound, on sait qu'elle a mangé le fruit du Inu-Inu Nomi, modèle chien de chasse. Et la seule chose qu'on nous précisera, c'est qu'il est de la même classe que Smoker. Le vice-amiral Iron King, lui, il frappe avec son point droit renforcé à la vapeur, qui peut faire potentiellement penser au Gear Second, qui fumait comme un train. Le vice-amiral Guillotine, lui, par contre, l'âme sur sa tête peut être lancée comme un boomerang, qui me fait assez penser aux membres du Gorosei, qui lui pouvait lancer quelque chose. Là, on va arriver, on va dire, par le plus croustillant dans ce SBS, c'est-à-dire l'histoire de Ryokogyu et Fujitora, les deux nouveaux amiraux de la marine. Car oui, on va nous raconter leur histoire passée
est ce qui les a fait devenir amiraux. On nous indique que le gouvernement mondial a mis un système en place appelé le recrutement militaire mondial. On ne sait pas ce qu'il implique, mais au vu de ce qu'ont vécu les deux amiraux, on ne peut que voir ça en bizarre. Par exemple, Ryokugyu, on sait qu'il vient de South Blue. Et on nous dit qu'il était officier de police au royaume de Taya et a causé de grands incidents impliquant une femme, ce qui l'a conduit en prison. Sa réputation de force extraordinaire est parvenue jusqu'au gouvernement mondial. Il a été enrôlé dans les marines et a immédiatement obtenu une promotion spéciale du grade d'amiral. Pour Fujitora, on sait qu'il est venu de West Blue. Il a perdu de l'argent dans une maison de jeu sur l'île de Twin Snake, donc sûrement en voulant parier de l'argent. Et d'ailleurs, on a retrouvé cette gimmick littéralement à son apparition sur Dressrosa, où il pariait de l'argent. Et l'endroit où il travaillait en tant que garde du corps a été racheté par le gouvernement mondial pour une grosse somme d'argent. Isho étant un ancien chef militaire de défense dans le royaume d'Aoi, qui existait autrefois sur Grand Line. D'ailleurs, ce royaume a été détruit à cause de la guerre, et il est devenu un criminel de guerre important. Le gouvernement mondial finira par être informé de ce fait, et bien sûr, par la suite, ils l'enrôleront. Donc on peut imaginer que Fujitora s'est scarifié les yeux vis-à-vis de cette guerre, où il a vu des atrocités. Il y a un détail que j'ai oublié de vous montrer avec Fujitora, c'est son chara design quand il était enfant. Il a une tunique et un sabre, montrant qu'il s'est entraîné longuement à cet art. Mais ce qui est bizarre, c'est que les motifs de ses habits sont exactement les mêmes que ceux de Ryuma, celui qui a affronté Zoro à Thriller Bark. Pour Aramaki, cette histoire pourrait avoir pas mal de sous-entendus, car à son apparition sur Wano, il arbora un tatouage qui se lit en japonais Shinagawa Shinju, qui est une référence à la pièce de Rakugo, qui est une pièce de théâtre au Japon, qui raconte l'histoire d'un suicide des amoureux de Shinagawa, où une prostituée trop âgée et ruinée souhaite se suicider, ayant convaincu un petit jeune homme de partir avec elle en sautant d'un pont. L'homme refuse au dernier moment, mais elle le pousse avant de sauter à son tour. Et le fait que le personnage de Aramaki fasse référence à cette pièce et qu'on nous raconte cette histoire maintenant indique que peut-être il y a eu méprise et que ce n'est pas lui qui a commis quelque chose envers la femme, et donc qui a sûrement été injustement critiqué. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, les mystères entourant son chara design restent toujours aussi sombres. En tout cas, dans ce SBS, ou même dans ces verrues cartes en général, on nous a appris l'existence de beaucoup d'îles que je n'ai même pas citées. Par exemple, la patrie de Fujitora, qui est le royaume d'Aoi, ou alors l'île où il a été recruté, c'est-à-dire l'île de Suja. On a par exemple la patrie aussi d'Aramaki, qui est le royaume de Taya comme je l'ai cité, ou la patrie de Sentomaru, qui est sur Grand Line et qui s'appelle le mont Kintoki. On a aussi le pays mère de Jinni, qui s'appelait le royaume de Porco, la patrie de Kobi, qui est le royaume de Satsuruzo. Et c'est d'ailleurs fou qu'on ait dû attendre plus de 1000 chapitres pour connaître d'où Kobi venait. On a aussi le pays de Kusan, qui s'appelait le royaume de Vespa, ou alors le pays de Barbe Noire qui était sur Grand Line et qui s'appelait le Shade Port. Maintenant, passons aux questions-réponses offertes par Oda à l'occasion de la pause de One Piece. Je ne vais pas toutes les passer en revue, mais seulement les plus importantes. Par exemple, le fait que Sabo est hérité du Mera Mera no Mi, mais on ne sait pas s'il s'entraîne avec. Comment a-t-il fait pour, par exemple, copier les attaques de Ace alors qu'il ne l'a potentiellement jamais connu, du moins pendant qu'il avait le fruit? Oda nous indiquera qu'il s'est entraîné tous les jours avec son fruit pour le maîtriser à son paroxysme. Et que maintenant, le fait que Sabo ait retrouvé la mémoire fait qu'il s'est souvenu de beaucoup de choses. Comme par exemple, à l'époque où il était révolutionnaire et avait perdu la mémoire, il avait sûrement dû voir des actions de Ace. Et maintenant, grâce à ça, il peut copier ses attaques. D'où le fait qu'il ait pu directement faire le Iken, l'attaque spéciale de Ace. L'une des questions portera sur le vécu de Dragon avec Luffy, car on ne sait toujours pas si un jour Dragon a éduqué ou fait quelque chose avec Luffy. Peut-être l'a-t-il directement confié à Garp. Eh bien, Oda nous indiquera qu'il n'a sûrement pas éduqué Luffy dans une période où Luffy se souvient, car Luffy ne se souvenait même pas de son visage. Donc si Dragon a porté Luffy dans ses mains, c'est sûrement à sa naissance, et seulement à sa naissance. Et la raison a été expliquée, car souvent on peut se plaindre du mauvais père qu'est Dragon, mais comme il est le chef de l'armée révolutionnaire, il ne peut pas risquer leur relation, car si c'est découvert, c'est Luffy qui sera tué dès la naissance, comme il a été fait par exemple avec Portgas J Ace et Portgas J Rouge pour Goldie Roger. Et Oda, d'ailleurs, posera deux questions à la question. Il se demandera qu'est-ce qu'a dû ressentir Dragon quand il a dû laisser partir sa propre famille. Et la deuxième, c'est il se demande qu'est-ce qu'il a dû ressentir quand il a vu son fils à Lockdown. Il a dû être plus heureux que jamais au vu de sa réaction. D'ailleurs, dans la réponse, on nous précise bien sa famille et pas son fils, ce qui indique que Dragon a bien évidemment une femme et non pas que un fils, ce qui est plutôt logique vous me direz, mais dans le monde de One Piece, on ne sait pas ce qui peut arriver. Pour la prochaine question, on va parler du Kamusari. Vous savez,
Roger l'a utilisé face à Barbe Blanche et même face à Oden. Et son fier successeur l'utilisera pour littéralement one-shot Eustace Captain Kidd lors de l'arc après Onigashima. Et à ce moment-là, on s'est tous demandé, mais comment Shanks a pu copier Roger? Et c'est exactement la question du fan. Le mouvement Kamusari a-t-il été enseigné par Roger directement à Shanks, ce qui pourrait l'expliquer? Ou alors, est-ce que Shanks l'a tout simplement appris en l'observant? Et ben Oda y répondra en disant qu'il l'a tout simplement appris en regardant Roger de l'arrière. Comme on savait qu'à l'époque ils étaient des rookies, ce n'étaient pas eux les principaux combattants. Donc avec Baggy, il restait en arrière et observait. Et comme Roger est tout souvent le premier à aller au combat, il voyait facilement son attaque se déclencher. Par contre, Oda précisera que personne chez les pirates de Roger n'a été capable d'imiter cette attaque. Donc le seul parmi tout cela a été Shanks, dont le talent est assez supérieur à celui des autres pour pouvoir lui permettre de faire ça. On a une petite question chill qui demandera ce qu'est le travail de Aokiji en tant que 10e capitaine du Titanic des pirates de Barbe Noire. Eh bien la question est assez évidente, ce n'est pas une personne qui est capable d'écouter Barbe Noire. Oda d'ailleurs dira que selon son impression, le choix de rejoindre l'équipage de Barbe Noire c'est plus une question de vivre librement que de commettre des actes criminels. Et Oda nous précise que même si le but d'Aokiji est bon, ses actions ont quand même causé des pertes de vie. Donc qu'au final, c'est quelque chose de mauvais. Un fan posera une toute petite question sur bien sûr Saint-Garling Figarland, car c'est un personnage qui est apparu, on va dire récemment, et qui est quand même assez intriguant. La personne demandera à quel point Saint-Garling Figarland est fort, car il ne faut pas oublier que lui était présent sur God Valley. Et Oda, bien sûr, n'indiquera pas à quel point sa puissance est forte, mais il confirmera la question. Oh oui, il est fort, et il y a une raison à cette force, ce qui implique que sa force a une source, et on ne sait toujours pas c'est quoi. Et on le découvrira bien sûr dans la suite du manga. Pour les plus assidus du manga, vous vous souvenez sûrement de l'incident de Rocky Port, qui a valu à Kobe le surnom de héros. Eh bien, la dernière question de ce question-réponse porte sur ce sujet. Et vous ne vous souvenez plus de ce que l'incident de Rocky Port est, c'est un événement qui inclut un ancien membre de l'équipage des Rocks, Trafalgar D. Waterloo, Kobe et bien sûr Barbe Noire. Et Oda a décidé de nous en parler dans les SBS car il pense que ça prendrait trop de temps à dessiner dans l'histoire. Et comme ce n'est pas le moment de rallonger encore plus One Piece, il est prêt à en parler en question-réponse. Pour faire simple, après avoir entendu parler d'un poneycliff sur l'île des pirates, donc la ruche, Law s'est faufilé à bord d'un immense navire à passagers, appelé le Rocky Port, et l'a détourné, le conduisant jusqu'à l'île des pirates. Le navire transportait le roi et d'autres personnalités importantes d'un certain pays. En réalité, le navire sur lequel Law était embarqué était un navire de contrebande qui faisait des affaires avec l'île aux pirates sous le pavillon de ce même pays, ce qui a donné lieu à de dangereux ennuis. Law est alors entré en conflit avec les pirates et plus tard, Kobe et Barbe Noire sont montés à bord avec leurs objectifs respectifs, ce qui a conduit les trois à se battre ensemble. Donc Law, Kobe et Barbe Noire se sont alliés pour combattre tous ces pirates. C'est ce qui est devenu connu sous le nom d'incident. Une fois l'incident réglé, Barbe Noire est devenu le roi de l'île de la Ruche, donc l'île des pirates. Law a rejoint les 7 grands corsaires, Kobe est devenu connu sous le nom de héros. Et donc, avec ces informations, déjà, on peut retenir une chose, c'est que ça s'est passé durant l'ellipse et non pas après, car l'incident s'est passé avant que Trafalgar Law soit l'un des 7 grands corsaires. On a aussi une deuxième information, c'est que l'île de la Ruche de Barbe Noire contient bien un poneglyphe important. On ne sait pas lequel, on ne sait pas ce qu'il contient, mais il a bien un poneglyphe. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter et partager cette vidéo à vos potes qui veulent en savoir plus sur One Piece. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor. Au revoir.